Ok, super. Merci d'être venus si nombreux ce matin. Merci à Microsoft de nous héberger aujourd'hui pour cette matinée. Merci aussi à Fred Cavazza pour avoir organisé minutieusement cette matinée. Donc, mon nom est Frédéric Gaillard. Je représente la société Axence. Axence est une société de conseil spécialisée en conception de nouveaux services. On a une forte connotation en ergonomie dans la mesure où on base une grande partie de notre conception sur l'observation, l'analyse d'utilisateurs en situation. Donc aujourd'hui, en fait, ce matin, je vais essayer de ne pas déborder les 30 minutes qui m'ont été accordées, on va essayer de partager le regard que nous avons sur deux éléments qui sont importants depuis la création de notre société. C'est la technologie, parce qu'on pense que la technologie, même si elle est aujourd'hui omniprésente, elle ne sert pas toujours forcément les utilisateurs. On n'est pas toujours convaincu qu'une innovation technique en termes de communication est forcément une innovation toujours dans les usages pour les utilisateurs. Et puis il y a un autre élément important aussi, c'est l'ergonomie ou l'utilisabilité. On a souvent une vision un peu restrictive de ce domaine en pensant beaucoup, bien sûr, aux usages, mais en pensant beaucoup aux standards. Et on va voir que même en s'éloignant des fois des standards, on peut toujours rester, on va dire, un plaisir pour les utilisateurs et on peut toujours leur donner envie d'utiliser des nouvelles interfaces. Donc, voilà. Alors, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est effectivement qu'il y a une omniprésence de la technologie. Tout est devenu vraiment numérique. On a à la fois de la vidéo, du son, du téléphone. On est aujourd'hui, tout autour de nous, on est entouré de produits techniques. Bon, tous ces produits-là, vous les connaissez par cœur. Il y a des téléphones, il y a du GPS, il y a également des outils aujourd'hui qui sont vraiment liés à la télévision. On va commencer à pouvoir acheter de plus en plus en ligne à partir de la télévision. On voit des télécommandes avec des interfaces qui sont devenues de plus en plus visuelles. Quand on voit aussi l'évolution de la technologie aujourd'hui, on voit que les écrans deviennent de plus en plus interactifs, de plus en plus tactiles. L'image aujourd'hui de la modernité, c'est vraiment cet écran tactile, de la même manière que la télévision pendant quelques décennies a été vraiment l'image de la modernité. Donc aujourd'hui, ce qu'on ressent aussi, c'est que les gens ont besoin de communiquer par la technologie. C'est vraiment important. On compte aujourd'hui, l'année dernière, on a compté 17 milliards de SMS qui étaient échangés en France. Si on rapporte ça au nombre de personnes qui ont un téléphone, ça fait plus d'un SMS par jour. C'est vrai que ce sont des habitudes qu'on n'avait pas il y a quelques années. C'est pareil au niveau du mail. Aujourd'hui, il y a une étude également de AOL et Open Opinion Research qui, en fait, a interviewé des personnes qui travaillent dans l'industrie des médias. Et ils ont observé certaines personnes qui allaient jusqu'à relever leur boîte mail jusqu'à 40 fois par heure. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous un petit peu conditionnés par la technologie. Et même les Américains, il y aurait 83% d'Américains qui relèveraient leur mail pendant les vacances. Quand on sait qu'eux ont moins de BlackBerry que nous, on se demande vraiment aujourd'hui vraiment l'omniprésence de cette technologie. Alors ça, ce qu'on constate également, c'est que ces nouvelles technologies, elles sont avant tout des technologies de l'interaction sociale. Il y a une promesse en fait de nous dire vous allez pouvoir mieux communiquer avec d'autres personnes, vous allez être plus performant. Et c'est une promesse que l'on voit aujourd'hui des nouvelles technologies. Alors, il y a aussi un élément important pour nous, c'est quand on observe les produits. Quand on regarde également aujourd'hui des produits, avec la miniaturisation des produits, on voit que, par exemple, on ne fait plus vraiment la différence entre un téléphone d'aujourd'hui et peut-être une télécommande, voire un appareil photo, parce qu'aujourd'hui, les produits sont faits surtout pour être mis dans une poche. Et quand on compare ça aux produits qui étaient originels, en tout cas ceux qu'on a connus pendant des décennies avant,
Si on prend l'exemple par exemple du téléphone, notamment celui de Ericsson qui avait été créé par un sculpteur à l'époque, ces produits-là, ils étaient liés vraiment à un usage bien spécifique. On les avait dans une pièce. Quand on les prenait en main, on ne pouvait pas se tromper. C'était vraiment un téléphone. On avait un usage qui était vraiment très très lié au produit. Dans une main, on tenait le combiné, dans l'autre, il y avait le cadran. Alors qu'aujourd'hui, les produits, ils perdent aussi un petit peu de sens, dans la forme notamment. Quand on regarde aussi d'autres évolutions, on a des téléphones qui ressemblent autant à un mini-ordinateur qu'à un téléphone, où on a également une console de jeu qui faisait aussi téléphone. Et c'est vrai que là, on joue un petit peu avec l'essence. On se dit que c'est uniquement parce que c'est techniquement possible qu'on va le fabriquer. Mais est-ce que c'est vraiment dans les usages des utilisateurs? C'est en général avec le temps qu'on se rend compte que c'est pas parce que c'est techniquement possible que les gens vont vraiment l'accepter et l'utiliser. Un autre constat également, c'est que on s'est aussi amusé à regarder l'évolution par exemple du magnétoscope dans les 25 dernières années. Plus le produit est mature, on se rend compte que plus il est mature, moins la technologie est visible. Au tout début du magnétoscope, le premier qui est sorti, là, je crois que c'est le Betamax, celui-ci, ça ressemblait vraiment à la fois, dans les codes, ça ressemblait au lecteur de cassette de l'époque. Et c'était un produit qui était quand même très technique, qui était très conditionné par on va dire, tout le mécanisme qu'il y avait à l'intérieur. Puis dans les années 80, on lui a rajouté plein de fonctionnalités. Il y a eu une télécommande, il y avait un tableau de bord assez compliqué. Et la plupart des gens, d'ailleurs, ne les utilisaient pas, toutes ces fonctionnalités. On a appelé ça aussi souvent la génération 0.0, parce qu'en fait, ils gardaient le cadran en fait, non configuré. Il y avait toujours l'heure qui clignotait. Et la plupart des gens les ont jamais programmés, ces appareils. Et aujourd'hui, quand on voit un appareil récent, bon là c'est en l'occurrence un lecteur DVD, on voit plus du tout de technologie. Il n'y a plus que play, éventuellement enregistré, mais c'est devenu très 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 basique. Et on a l'impression que la technologie, elle s'oublie finalement quand on commence à mieux la maîtriser. Donc ça, c'est la question qu'on se pose tout le temps. Que je rappelais au début, c'est qu'on se demande toujours si l'innovation technologique est vraiment une réelle innovation pour l'utilisateur. Donc pour vraiment le savoir, ce qui est important aussi, c'est d'observer des utilisateurs en situation. C'est les observer chez eux, à leur travail, que ce soit, ça peut être dans un hôpital, à l'extérieur, ça peut être aussi avec leurs enfants, dans leur véhicule, avec des amis. Voilà. C'est vraiment de les observer, de se rendre compte comment ils s'approprient une technologie. Et c'est vraiment de les voir en situation. Il ne suffit pas de les voir en laboratoire et de voir s'ils arrivent à accomplir une mission simplement. Puis il faut aussi s'intéresser aux gens dans d'autres pays, parce que les pratiques sont aussi différentes d'un pays à l'autre. Alors, le constat que nous, on fait aussi, notamment quand on a des tests et que on a des entretiens avec les participants, c'est que, d'une manière générale, on sent qu'il y a une relation assez ambiguë qu'ils ont avec la technologie. Ils sont à la fois fascinés par cette technologie, puis à la fois, ils sont un petit peu énervés. Et à la fois, il y a un besoin de technologie parce qu'ils ont besoin de communiquer. Ils disent on va pouvoir communiquer plus, mieux, plus vite. Il y a une certaine promesse. On se dit toujours, si vous achetez ce produit-là, vous serez mieux connecté, vous serez tout le temps connecté, vous pourrez mieux parler avec des personnes distantes. Avant, vous échangez avec 2-3 personnes, là, vous allez pouvoir échanger avec peut-être 10, 20, 30. Et il y a une certaine promesse, une certaine fascination pour cette technique. Et d'une certaine manière aussi, alors ça c'est vraiment aussi un sujet qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte aussi qu'on est assez fasciné des fois par la complexité d'un produit, parce qu'on se dit, si ce produit-là est complexe, il doit permettre de me répondre à une question complexe aussi. Et on est assez rassuré d'avoir un produit qui a plein de fonctionnalités, parce qu'on se dit c'est peut-être le dernier cri, c'est celui qui a le plus de fonctionnalités, c'est celui qui va peut-être me permettre d'être plus fort. Et c'est un effet pervers un petit peu des nouveaux produits. Il y a aussi une autre chose aussi,
c'est qu'il y a des nouveaux produits qui se voudraient simples. Par exemple, tout à l'heure, on voyait le lecteur DVD. Les gens sont intrigués. Ils se demandent si vraiment cette simplicité-là, finalement, c'est pas une certaine pauvreté. C'est pas en fait l'acceptation que finalement on ne savait pas faire plus fonctionnel, plus perfectionné. Un sujet important aussi, c'est que les utilisateurs des nouveaux produits, très souvent, ils sont assez fiers de leurs produits, mais en général, ils n'avouent pas toujours, mais ils sont souvent obligés d'être un peu experts de leurs produits. Ils sont obligés de... Si par exemple, tout à l'heure on voyait le magnétoscope, pour pouvoir vraiment utiliser ce magnétoscope-là, il fallait vraiment passer du temps à programmer, à lire la notice, à faire des essais, des erreurs. Et souvent, un nouveau produit, entre guillemets, on essuie les plâtres. Et c'est vrai qu'un utilisateur, souvent, ne l'avoue pas. Mais il est assez fier, il va dire tiens voilà, ça c'est mon nouveau BlackBerry ou autre. Et il ne dit pas qu'il a passé 3 nuits à le configurer. Il l'oublie. Il l'oublie parce que ce n'était pas dans la promesse. Dans la promesse, on nous disait vous allez être plus puissant, on ne nous disait pas vous allez avoir des difficultés à le configurer avec votre ordinateur. Donc c'est pour ça qu'on peut parler un peu de victimes silencieuses. Souvent les gens n'en parlent pas et c'est quand on rentre dans le fond des entretiens avec eux qui nous disent ah ben oui finalement c'était un petit peu plus compliqué que ça l'est sur le mode d'emploi ou en tout cas dans la publicité. Une chose importante également, c'est qu'il y a aussi des utilisateurs qui refusent la technologie moderne. Il y a des gens qui, pour mieux contrôler leur usage, ils vont préférer utiliser une vieille machine à écrire. Il y a quelque temps, j'ai écouté une interview d'un écrivain qui disait « Moi, de toute façon, je travaillerai toujours avec ma vieille machine à écrire. » Pareil pour des photographes. Il y a des gens aussi qui préfèrent garder le téléphone dans une pièce bien spécifique pour éviter d'être tout le temps en train de téléphoner et de perdre leur temps. Alors, un sujet important, c'est de se dire, mais d'accord, on a tous ces produits-là, mais on n'est pas obligé de les utiliser. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on choisit un nouveau produit ? C'est ça, en fait, le sujet. Comment on fait le choix, aujourd'hui, d'un nouveau produit ? Alors, en général, les consommateurs, et puis nous tous, quand on choisit un produit, il faut en général que ce produit-là, il s'inscrive dans notre imaginaire, dans un rêve, Par exemple, si on prend le premier produit, c'est peut-être une chaîne, bon, peu importe. Ça ressemble peut-être pas forcément à une chaîne, mais cette chaîne-là, entre guillemets, elle va peut-être donner du sens à l'image qu'on a de la relation qu'on a avec la musique, et puis aussi peut-être à la manière dont on va vouloir la mettre dans notre environnement. Et ça, c'est peut-être plus important que le fait que ce soit simplement une chaîne qui produit de la musique. Parce que peut-être qu'on va la mettre dans une bibliothèque, ça ressemble à des livres. Après, pareil, il y a peut-être des gens qui vont vouloir acheter plus cet écran ou cette télé uniquement parce qu'ils ont toujours rêvé de regarder la télé au lit. Et ça n'a aucun rapport avec autre chose que simplement, entre guillemets, un rêve d'une personne. Par exemple, vous avez des images aussi qui traduisent une certaine modernité dans la vie quotidienne, que ce soit des lumières, des manières de mettre en scène des produits. Et ça, c'est très important. C'est ça aussi qui fait que les gens achètent aujourd'hui des produits. Alors là, on arrive aussi sur le cœur un petit peu de ce que l'on fait. Par exemple, on voit l'importance de l'apparence et du toucher dans le choix d'un téléphone. On fait chaque année, depuis 3 ans, on participe à une étude privée qui se passe dans plusieurs pays, où en fait on demande à des utilisateurs d'accomplir des tâches avec une série de téléphones. L'objectif, en fait, c'est à la fois d'évaluer les difficultés que les personnes vont rencontrer avec chacun de ces téléphones. Donc il y a 4-5 missions clés. Il y a, que je me souviens, il doit y avoir mettre un contact, envoyer un SMS, laisser un message. Voilà. Bon, il y a 4-5 tâches assez clés. Et puis, à la fin du test, on demande aussi aux personnes de nous dire les téléphones qu'elles ont préférés. Et on l'a observé, maintenant ça fait 3 ans, donc c'est pas simplement une anecdote. On se rend compte que, en fait, les personnes, déjà, elles voyaient tous les téléphones au début, comme ça, tous les uns à côté des autres.
Mais elle commençait par toujours un qu'on lui donnait par défaut. Enfin, on avait un cycle à chaque fois de téléphone. Et en fait, on ne lui demandait pas de choisir le premier qui lui plaisait. Mais par contre, on lui imposait d'utiliser tous les téléphones. Et à la fin, elle disait souvent qu'elle classait les 3 téléphones qu'elle préférait. Et ça avait rarement un lien avec les difficultés qu'elle avait rencontrées. Il y avait des téléphones où elle avait eu pas mal de difficultés, et pour autant, la personne pouvait le classer parmi les plus faciles, et ceux en tout cas qu'elle a envie d'utiliser, qui lui paraissait le plus pratique en tout cas. Donc ça c'est un phénomène qui est vraiment, vraiment important, parce que là, c'est pas de l'utilisabilité. Très honnêtement, un qui est sorti dans les premiers, c'était un des moins utilisables. Il est toujours un des plus vendus aux États-Unis. Donc en fait, ça c'est important. On peut dire, l'utilisateur, il n'achète pas un produit parce qu'il est facile à utiliser. Sa décision d'achat, c'est un acte qui n'est pas un acte rationnel. C'est un acte qui est plein d'émotions, qui est lié à son instinct, à sa culture, à plein de choses qui sont difficiles à comprendre quand on n'est pas avec un utilisateur dans une situation réelle, c'est-à-dire peut-être avec sa femme, avec ses enfants, peut-être aussi en société, parce qu'aujourd'hui, quand on a des outils communicants, ces outils-là, ils sont liés à... C'est des outils qu'on va utiliser en société, et ils nous représentent d'une certaine manière. Et c'est vraiment important de le prendre en compte. Alors, un autre élément aussi, un exemple aussi important qu'on a eu, ça c'était en Noël 2005, c'est la première fois qu'on se rendait compte de l'importance dans un site web du visuel, tout simplement. On avait fait un test comparatif où on avait les 3 Suisses, La Redoute et puis Promode. Quand on regarde les pages d'accueil des 3 Suisses et de La Redoute, on a des pages d'accueil assez proches où on parle surtout de promo. Bon, d'ailleurs, ça avait pas mal surpris les participants de voir des promos aussi présentes sur la page d'accueil, parce que pour eux, ils ne s'attendaient pas à avoir un site aussi agressif commercialement, mais peu importe. Quand les participantes, parce que c'était que des femmes, elles sont arrivées sur la page d'accueil de Promode, toutes les participantes, en fait, elles ont vraiment littéralement craqué. Elles se sont dit, ah oui, ben là c'est moi, je m'y vois vraiment. En plus, à côté, j'ai la liste de tous les produits. Elle s'est libérée. Et ça, c'est pas du tout lié. Bon, il y a de l'utilisabilité dans le sens où, malgré tout, il y avait quand même la barre navigation, on pouvait se retrouver dans le site. Mais ce jour-là, on a vraiment compris que c'était vraiment très important, notamment pour ce public féminin, et ce jour-là, d'avoir un site aussi visuel, aussi attractif. On a un autre sujet également, ça c'est beaucoup plus récent et c'est encore plus surprenant. Il y a quelque temps, on a testé une nouvelle barre, on peut presque dire une nouvelle barre de navigation pour un site qui vend des produits techniques. Donc là, on s'adresse en plus à un public qui est l'opposé des femmes de tout à l'heure. C'est des gens, a priori, qui connaissent bien les standards de la navigation, qui sont à la limite un peu techniques. Et là, on a une navigation. Alors, j'ai un extrait de film, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Il est un petit peu... vous allez voir, malheureusement, le film est un petit peu compacté, mais on va pouvoir voir... Alors, en fait, pour naviguer, déjà, vous ne voyez pas une barre de navigation complètement. Il y a des choses qui bougent partout, donc il faut cliquer. Ça se déplace. Vous avez des images. Alors, en général, les images, elles sont plus claires parce que c'est étendu. Et puis, il peut facilement passer d'un produit à un sous-produit. Donc là, il navigue assez bien. Il est dans les écrans, je crois, Acer. Voilà, enfin, ordinateur, Acer. Et voilà, il rentre. Alors, quand il veut revenir et choisir d'autres produits, le problème, par contre, qui s'est passé, c'est que la navigation, elle a bougé. On voit plus. Il n'a pas mémorisé les familles de produits. C'est un peu compliqué. Nous, quand on l'a vu la première fois, on s'est dit, ils n'arriveront jamais à l'utiliser parce que ils ne peuvent pas mémoriser. Alors en plus, il y a des boutons blancs, les 4 petits boutons sur le côté là, qui ne sont pas forcément très lisibles non plus. Mais en fait, là, c'est pareil. Tout le monde a vraiment plébiscité cette navigation-là, à notre surprise.
Et en fait, les personnes étaient prêtes à faire l'effort de comprendre alors que c'était un petit peu compliqué. Au tout début de l'Internet, on se battait contre ça parce qu'il y avait déjà des personnes qui faisaient des interfaces des fois où il fallait un peu chercher les menus, comprendre. Et les gens, ça les énervait. Parce qu'ils disaient, on n'est pas là pour jouer. Ils étaient un peu stressés. Et puis, ils ne connaissaient pas très bien le média. Aujourd'hui, ce média-là, il commence à être aussi un média de plaisir pour les personnes. Donc, en tout cas, c'est le constat qu'on fait aujourd'hui. Un autre élément que j'ai emprunté au blog de Fred Cavazza, c'est un site où il n'y a pas de navigation. Voilà. Vous avez, quand vous rentrez dans le site, vous avez le fameux chemin de navigation, le breadcrumb qui s'affiche en haut, c'est tout. Mais on rentre dans le site sans navigation. Et nous, ça ne nous surprend pas non plus. Parce qu'on voit bien que quand les gens rentrent vraiment dans le site, c'est rarement par les rubriques. C'est toujours par le contenu. Et ils commencent à se poser souvent des questions sur la navigation une fois qu'ils sont dans le contenu et qu'ils regardent où est-ce qu'ils étaient, où est-ce qu'ils peuvent revenir. Bon, là, on ne l'a pas testé. Je ne sais pas si ça fonctionne. Il faut juste s'assurer que quand ils remontent dans la navigation, ils puissent facilement sauter d'une branche à l'autre. Donc, le constat qu'on fait, nous, c'est que souvent, il ne faut pas avoir peur de sortir des standards. Si tant est qu'il y en ait. Mais souvent, les gens nous parlent de standards. Ils ont pas tort. Bien sûr qu'il y a des standards. Je vais assez vite. Alors, une leçon importante aussi que l'on a, et ça, on l'emprunte à Donald Norman, qui est un expert en sciences cognitives. Et c'est lui qui apporte un peu la réponse aussi à tout ça. Il dit il est plus facile d'utiliser un produit lorsque celui-ci procure du plaisir. Voilà. Alors, quand on a du plaisir, on fait plus d'efforts. Voilà. Et c'est moins... C'est moins compliqué. Il dit, par exemple, nous sommes plus curieux et plus efficaces pour résoudre des problèmes d'usage lorsqu'on a du plaisir à utiliser un produit. Ça, c'est des dimensions qui ne sont pas toujours acceptées par tout le monde. Parce qu'en fait, c'est ça. Pourquoi elles ne sont pas acceptées? C'est parce que la plupart du temps, ceux qui prétendent qu'on peut avoir du plaisir, ils ne l'ont pas forcément vérifié. Ils disent « Ah oui, ça, c'est super, tu vas voir, ça marche bien ». Mais comme ils ne l'ont pas vérifié, y a une chance sur 1000 que ça marche parce qu'il n'y a pas beaucoup de génie sur Terre. Donc la plupart du temps, quand on fait des choses bien, c'est parce qu'on a pris du temps à affiner avec des gens, on s'est posé plein de bonnes questions. Et au bout du compte, ça fonctionne. Donc à cause de ça, aujourd'hui, on ne sort pas des sentiers battus. Et alors un élément aussi important, par exemple, c'est le dépannage du produit. C'est déjà une manière aussi de préparer l'utilisation. Par exemple, là, c'est le déballage d'un téléphone, le fameux iPhone. On en reparlera tout à l'heure. Il y a même des sites aujourd'hui qui s'intéressent au déballage, le unpacking de produits, parce que c'est une vraie expérience. Et ça prépare à l'utilisation. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous avez un produit qui est vraiment bien emballé, là, par exemple, il vous cache les fils, il est mis sur un podium, il y a un vrai plaisir, il y a une émotion, il y a plein d'affectifs qui entrent en jeu. Et après, le produit, même s'il était à ce moment-là encore compliqué à utiliser, à la limite, on a tellement eu de plaisir que déjà, on est prêt à accepter que ce soit pas forcément facile à utiliser. Bon, ok, je sais bien qu'on ne peut pas comparer avec ça. On n'emballerait pas un téléphone comme ça, mais c'est juste pour dire qu'il y a des produits où on prend un petit peu moins de soin, où il y a des fils partout et c'est moins beau. Alors, un sujet important, c'est le phénomène iPhone. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que c'est un petit peu aussi ce qui nous a donné envie de parler aujourd'hui d'émotion, parce que c'est un phénomène, tout le monde en parle aujourd'hui. Notamment, il y a quelques jours, Time a nommé l'iPhone l'invention de l'année. C'était jeudi dernier. Et c'est important parce qu'on parle d'invention alors qu'a priori, ils n'ont pas inventé grand-chose. Ils n'ont pas inventé l'écran tactile. Il n'est pas plus tactile qu'avant. Ce qui est important, on a un de nos partenaires, nous, avec lequel on travaille à l'étranger, qui l'a testé à 2 reprises pendant l'été. Et il nous a dit, c'est vrai que les gens, ils avaient des difficultés à l'utiliser. Ce n'était pas forcément facile, mais ils ont tous craqué. Ils ont tous craqué parce qu'ils l'ont trouvé beau. Et surtout, ils ont eu l'impression qu'ils contrôlaient l'utilisation. Parce que la partie tactile, l'interface tactile de ce produit, elle met à nu le système et elle donne aux gens l'impression qu'ils contrôlent complètement. À la limite, il n'y a pas de bouton. Alors les gens en plus qui aujourd'hui
On dit aujourd'hui qu'ils n'aiment pas la technologie, mais c'est parce on n'a jamais vraiment aimé la technologie, sauf que comme il y en a plus qu'avant, il y a plus de gens qui sont réticents parce qu'ils sont obligés de l'utiliser. Avant, ils n'étaient pas obligés. Aujourd'hui, on est un peu contraint à utiliser un téléphone par nécessité, même si c'est malgré tout un plaisir de pouvoir communiquer avec d'autres personnes. Mais là, quand les gens l'ont vu déjà sans bouton, ils étaient moins agressés par le produit et ils ont eu l'impression qu'ils pouvaient mieux le manipuler, mieux l'utiliser, parce qu'en plus, ils ont mis le système à nu d'une certaine manière. C'est l'OS quasiment dans le téléphone. Bon, et après, il y a... Alors, une chose importante, par exemple, l'idée, c'est de voir un film, comme ça dure 15 secondes. Je pense, si certains ne l'avaient pas vu jusqu'à maintenant, c'est de voir comment on fait, par exemple, pour sélectionner des photos. Parce que ça, c'est vraiment ce qui, dans les tests, a eu plus de succès. Voilà. C'est de se dire, voilà, je peux le manipuler comme ça. En plus, il est intelligent parce que quand je le tourne, il va changer de position. Et puis, en plus, je peux agir avec mes doigts dessus. Voilà, bon, c'est le bon. Avec 2 doigts, je peux l'agrandir. Bon, ça c'est vrai que c'est fascinant. Parce qu'on a l'impression qu'on a un produit presque humain qui est plus proche de nous. Et, voilà. Et la technologie, elle est pratiquement devenue invisible. Ça, c'est important. Et une autre chose aussi importante de cet iPhone, entre guillemets, c'est qu'il fait partie d'un écosystème. C'est-à-dire que, en fait, je ne l'ai pas simplement au moment où je téléphone, mais je vais l'avoir tout au long d'autres expériences dans ma vie quotidienne. Un peu comme l'iPod. C'est-à-dire que je l'utilise, c'est comme l'iPod que j'utilise pour écouter de la musique. Je peux gérer ma musique avec iTunes, je peux en acheter sur iTunes Music Store. En fait, on rend le produit indispensable parce qu'il est omniprésent dans mon quotidien. Et un autre élément aussi important, j'ai découvert par exemple sur un site par hasard qu'il y avait des fonds d'écran animés comme ça. Et c'est vrai que le produit, il est vraiment devenu presque humain. Et ça c'est important. On ouvre la porte vers des nouveaux appareils, notamment le G-Phone qui va peut-être arriver dans quelques temps. Quand on regarde par comparaison avec des produits qu'on pourrait penser qui datent du siècle dernier, c'est vrai que c'est incroyable, quoi. Je veux dire, on a l'impression d'avoir un ordinateur, il y a des boutons, on ne sait pas trop à quoi ils servent. On se dit que peut-être que celui-ci, j'ai utilisé qu'une fois. C'est vrai que là, on est vraiment loin de la technologie humaine, proche de l'humain, comme on avait tout à l'heure. Enfin, une dernière chose, c'est une phrase qu'on a depuis le début de notre activité, qui est importante pour nous, c'est de se dire, on dit la technique qui est utilisée, elle est moins importante que les hommes ou la société. Ce qui est important, c'est le projet humain qui est derrière la technologie. Chaque fois qu'on travaille pour un de nos clients, qu'il a des idées, qu'il veut développer des services, à chaque fois, on essaie de parler non seulement de valeur d'usage, mais aussi de qu'est-ce qu'on va créer comme vraie valeur pour l'utilisateur au final. C'est-à-dire on ne va pas simplement lui permettre à un moment d'accomplir une mission très courte, mais qu'est-ce qu'on fait pour sa vie d'une manière générale est-ce que ça s'insère dans sa vie, dans son système à lui, et en quoi ça va devenir un outil indispensable. Et ça, c'est important. C'est ça qui fait qu'on ait une vraie innovation technique. Et quand on fait des produits comme ça, je dirais la partie vraiment basique d'utilisabilité, elle devient un tout petit peu moins importante et on a un peu plus d'émotion, un peu plus d'affectif avec les produits. Voilà. C'est tout. Merci.